Bonjour à tous, merci beaucoup de me recevoir. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Monsieur Chanzy m'avait sollicité pour parler un petit peu des questions du trauma et du lien social, comment créer du lien euh, avec des personnes qui ont été, soit qui ont vécu des événements traumatiques, soit qui sont dans des situations de précarité importantes. Donc, du coup, j'avais envie de brosser un petit peu cette question et de réfléchir ensemble aux implications du logement, de la précarité et des personnes qu'on peut accueillir dans ce type de situation. Voilà. Alors, j'avais envie, avant, pour introduire ce temps ensemble, j'avais envie de vous proposer un petit voyage linguistique en français d'abord. Hein. On peut dire, pour parler de logement, on peut dire une maison, un chez-soi, un appartement, un squat, un lieu où l'on crèche, un habitat, mais aussi une demeure, une chaumière, un taudis, une loge, un manoir, un nid, une prison, une masure, etc. Et puis, si on regarde un petit peu comment ça se passe dans les autres langues, par exemple, très rapidement en anglais, home, ça, avec le célèbre Home Sweet Home, euh, ça signifie bien évidemment la maison, mais ça signifie aussi l'entourage, le voisinage, le quartier, un lieu qu'on connaît, donc un lieu qui est familier. Et ça, c'est quelque chose qu'on va aussi retrouver en français. Familier, c'est intéressant d'entendre ça parce qu'on entend aussi le mot famille. Et par exemple, dans certaines langues ouest-africaines, notamment en soninké par exemple, il y a une grande similitude. Ça va être le même mot pour dire maison et pour dire famille. La famille étant les gens en fait qui habitent ensemble sous le même toit. Voilà pour ce petit tour linguistique. Mais sur la question du logement, qu'est-ce que ça va impliquer d'avoir un logement? Qu'est-ce que ça va impliquer d'avoir, après une période d'errance ou d'exil ou de grande, grande précarité, qu'est-ce que ça va impliquer d'avoir un logement? Alors, avoir un logement, c'est assez différent d'avoir un chez-soi. Avoir un chez-soi. Quand on a un chez-soi, on a ses repères dans l'environnement, dans le voisinage, dans le quartier, on connaît les environs, les extérieurs. C'est aussi reconnaître cet extérieur, mais aussi être reconnu par les autres, le boulanger, enfin les gens qu'on va croiser régulièrement qui du coup vont nous saluer. Donc avoir un logement, c'est plutôt avoir un abri, un endroit où on sait qu'on peut loger. Et peu à peu, on va rendre son environnement familier et non plus étrange ou inquiétant. Hein. Et reconnaître et être reconnu, ce sont là les prémices pour que le logement devienne un chez-soi. Un petit exemple, quand j'intervenais en camp de réfugiés, notamment, je pense, en Géorgie, où on a accueilli massivement des réfugiés et que le camp grossissait très rapidement et qu'il y avait régulièrement des nouveaux arrivés. Auprès de ces nouveaux arrivés, de ces nouveaux arrivants, pardon, l'important, tout psychologue que je suis, bien avant la question d'entretien individuel où on peut se poser et raconter son histoire, avant ça, ce qui était le plus important pour ces personnes, c'était vraiment d'informer. Ils me demandaient, je passais mon temps à sillonner le camp et les gens m'interpellaient pour me demander où est-ce que je peux me faire soigner, où est-ce que je peux faire mes courses, où est-ce que je peux aller prier pour essayer de trouver un petit peu tous ces repères de la question de la survie, en fait, hein, du quotidien. Alors, ces murs dans un nouveau logement, ils vont nous protéger, bien évidemment. C'est un peu comme une enveloppe, comme pourrait être la peau et l'enveloppe psychique, hein, l'enveloppe corporelle et l'enveloppe psychique. Euh, c'est une frontière, les murs de notre logement, entre le dedans, le dehors, l'intime, le public, qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui est au dehors de moi, le petit jardin secret qu'on va peut-être ou pas, plus ou moins euh, cultiver. Donc ces murs, ils protègent du regard des autres, ils protègent des regards intrusifs, ils protègent des agressions, des intempéries, etc. Mais ces murs, parfois, ils peuvent aussi enfermer. Hein. Pour des personnes qui ont vécu une grande période de vie en rue, ça peut parfois être déroutant de ne plus être
dans un environnement où il y a du bruit, du passage, des choses qui se passent autour de soi. Donc, ça va être un équilibre un petit peu délicat entre investir son logement à minima, créer son chez-soi, et puis en même temps, ne pas s'y renfermer parce que les murs peuvent contraindre et puis les murs peuvent aussi emprisonner avec parfois des risques de repli sur soi quand l'extérieur devient trop inquiétant. Alors, déménager pour tout un chacun, pour des personnes qui ont vécu la précarité, mais je veux dire pour tout le monde, c'est souvent un moment de vulnérabilité hein, et ça va impliquer deux mouvements. Déménager, ça veut dire partir, donc ça veut dire quitter un lieu qu'on connaît, même s'il était peu protecteur, ça reste quand même un environnement que l'on connaissait. Ça veut dire aussi rassembler ses affaires, faire du tri entre l'indispensable, le superflu. Ça veut dire aussi jeter, oublier, nettoyer, emballer précieusement les choses qui nous sont chères. Et puis, il y a un deuxième mouvement qui va être d'emménager, d'entrer quelque part, de prendre possession des lieux, de trouver la place de chaque chose. Et ça prend toujours un petit peu de temps. Et un déménagement, c'est souvent un moment de vulnérabilité, avec bien évidemment des nouvelles perspectives qui s'ouvrent, mais aussi un lieu qu'on laisse, hein, un lieu qu'on quitte, dont on se sépare, et puis souvent 1000 choses à penser. Mais il va y avoir ce mouvement de désinvestissement d'un lieu d'avant et réinvestir un lieu qui est nouveau. Et ça, c'est un moment qui est fragilisant pour tout un chacun. Alors, d'autant plus quand on est en situation de précarité et donc de grande vulnérabilité. J'avais envie également de vous parler des implications du contexte de la précarité. Alors, De Clercq, qui a écrit Les naufragés, je vous en parlerai peut-être un petit peu à la fin, au moment de la bibliographie. De Clercq, pour lui, la précarité, c'est la rencontre entre la vulnérabilité et la pauvreté. C'est un cercle vicieux en fait qui s'enchaîne et c'est un engrenage et qui provoque souvent une insécurité assez forte. Alors, cette insécurité qui est très présente, au-delà des causes psychologiques possibles du trauma, comme par exemple des causes psychologiques possibles de l'errance, pardon, excusez-moi, comme par exemple le trauma ou les troubles de l'attachement importants, il y a aussi des conséquences à cette précarité. Alors, vivre dans la rue, vivre l'exil ou vivre l'errance, qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va provoquer avant tout un fonctionnement en logique de survie. Et ça, c'est un élément important et ce fonctionnement quand il est activé, c'est pas si facile de s'en défaire. Donc, par exemple, dans les mécanismes de survie, on va retrouver de la méfiance, de l'hypervigilance. L'hypervigilance, c'est le fait d'être tout le temps sur ses gardes et c'est assez épuisant en fait. Et ça ne s'arrête pas comme ça. C'est un fonctionnement qui a besoin de beaucoup de temps pour pouvoir recréer une sécurité interne. Et cette méfiance, elle prend parfois sa source dans un sentiment de malédiction un petit peu, hein, et puis que l'autre peut être inquiétant et dangereux. Moi, j'entends souvent, de toute façon, je n'ai jamais eu de chance dans ma vie. Ça peut exprimer la crainte. Et puis également dans ma pratique aujourd'hui avec des jeunes mineurs non accompagnés. Donc souvent, ils ont eu un long parcours d'errance, ils viennent juste d'arriver. Quand ils arrivent dans ma structure, ils viennent juste d'être reconnus mineurs. Et donc, dans la structure, enfin, ils peuvent poser les valises. Ils ont un logement, une formation, etc., qui leur est proposé, un accompagnement social, etc. Et on retrouve assez souvent beaucoup de méfiance envers les personnes qui les entourent. Une inquiétude très forte, par exemple, c'est parfois difficile de partager un repas ensemble, même si c'est quelque chose qu'on propose. Il y a une inquiétude très forte, est-ce qu'il n'y a pas du porc dans la nourriture, etc. C'est souvent des choses qui sont très, très présentes et qu'on sous-estime souvent. N'oublions pas aussi le contexte sociopolitique.
d'où viennent les personnes qui sont en situation de migration ou les personnes en situation de grande précarité, ou parfois parce qu'on n'a pas toujours été très au clair avec les questions administratives et judiciaires. Il peut y avoir réel ou supposé pour la personne qui est accompagnée, une certaine inquiétude, on ne va pas me croire, on va me soupçonner. Et puis des fois, il y a quand même une traque des fraudeurs qui existe. Donc, voilà, ça peut mettre à mal la question de la relation et amener encore cette question de la méfiance. Que ce soit dans le trauma ou que ce soit dans la grande précarité, on va retrouver aussi un écrasement du temps. Le temps est vraiment quelque chose qui est perturbé dans le rapport au temps est quelque chose qui est perturbé dans le traumatisme et aussi dans la logique de survie. Donc, quand vous avez une personne qui a vécu un traumatisme, très souvent, on peut entendre des choses telles que oh, j'ai eu l'impression que ça a duré une éternité alors que l'événement, en fait, a été dans la réalité peut-être relativement court, mais il y a comme si le temps s'était arrêté. Dans les fonctionnements en mécanisme de survie, on va retrouver ça aussi avec un calcul au jour le jour, une difficulté à faire des projets sur du moyen, sur du long terme. Donc forcément, envisager des démarches administratives avec des étapes où il faut garder le fil de sa pensée, respecter des délais qui peuvent être plus ou moins longs, plus ou moins courts, attendre les réponses, etc. Ça semble assez insupportable quand on a été dans des moments où notre préoccupation majeure était de savoir où est-ce qu'on va manger et qu'est-ce qu'on va manger, où est-ce qu'on va dormir. Un autre élément, c'est que dans ces mécanismes de survie, il peut y avoir ça occupe la tête en fait, ça remplit la tête de se poser ces questions-là quotidiennes. Qu'est-ce que je vais manger et où est-ce que je vais dormir? Donc on est occupé de tout son être à fonctionner selon cette logique de survie au jour le jour. Et quand on pose les valises, il peut y avoir un petit peu quelque chose d'un sentiment de vide qui arrive et il peut y avoir des angoisses et éventuellement des traumas antérieurs qui peuvent revenir à ce moment-là où il y a quelque chose qui se pose. C'est pas facile d'être seul, c'est pas facile de se retrouver face à soi-même ou face à sa famille et à ses enfants et à être avec eux quand à un moment on était actionné sur ce mécanisme de survie. Donc tout ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi bien au niveau de la logique de survie qu'au niveau de la logique en post-traumatique. Parfois également, il y a une espèce d'idéalisation du logement. Le jour où j'aurai un logement, tous mes problèmes seront résolus, tout ira mieux. Et parfois, le retour à la réalité peut être assez difficile avec toutes les responsabilités du locataire, les réalités administratives, les démarches administratives. Maintenant qu'on a une adresse, il faut aussi répondre. Le poids des tâches ménagères, etc. Et puis, parfois aussi, des enfants qui, par exemple, je ne sais pas si ça vous arrive, mais des enfants qui ont été placés pour diverses raisons et notamment le logement et finalement les parents qui se rendent compte que c'était pas que le logement et ça peut être assez insupportable et provoquer une grande désillusion et des moments qui peuvent être assez douloureux. J'avais également envie de vous parler dans les implications de la précarité, de la question de l'auto-exclusion et de la honte sociale. Donc, c'est des notions qui ont été notamment définies développées par Jean Furtos. Et donc, cette notion d'auto-exclusion et de la honte sociale, elle va provoquer un risque de repli sur l'extérieur qui semble être menaçant. Parfois, c'est difficile de faire une demande. Et quand on fait une demande, ça veut dire ou quand on est dans une relation avec un bénévole, par exemple, ça veut dire aussi qu'on ose la relation. Et ça veut dire qu'on potentiellement on peut s'attacher. Et s'attacher, c'est pas toujours évident, parce que si on s'attache, ça signifie pouvoir perdre aussi. Quand on a eu une histoire de vie qui est marquée par les ruptures,
souvent, ce qui veut dire pas toujours, il y a une grande peur de s'attacher et donc du coup, on abandonne avant d'être abandonné pour être sûr de pouvoir maîtriser finalement le lien, un petit peu comme si je voulais reprendre la maîtrise, le contrôle de ma vie. Alors, si j'ai rien à perdre, c'est plus facile, quoi. Enfin, c'est plus facile, entre guillemets. Rien à perdre, rien à donner. Ça m'a évoqué Marcel Mauss, qui est un philosophe qui est considéré comme l'un des pères de l'anthropologie française et qui a théorisé la question du potlatch et du don contre don. Alors, très rapidement, le potlatch, qu'est-ce que c'est? C'est un échange de dons et de contre-dons, en fait, qui a été étudié entre des tribus amérindiennes. Et par ce don contre don, c'était une guerre de richesse. Donc, une tribu donnait un don à une autre tribu pour la reconnaître, et l'autre, en reconnaissance, donnait ce qu'on appelle un contre-don. On va retrouver ça dans la culture occidentale aussi, les repas communautaires, hein, chacun apporte un plat, une boisson. On va aussi retrouver ça quand on est invité à manger. Alors, dans la question du don contre don, ça implique en fait 3 éléments qui sont de donner, de recevoir, d'accepter ce don et ensuite de rendre. Par exemple, si vous êtes invité à manger par quelqu'un, vous allez à un moment, on dit lui rendre l'appareil. Il y a cette question, sinon je suis votre obligé, on dit également. Hein. Donc il y a cette question du contre-don qui est importante pour se situer sur un pied d'égalité. Qu'est-ce que ça fait, en fait, pour Marcel Mauss? Qu'est-ce que ça fait, cette question du don contre don? Vous invitez à manger quelqu'un, il vous réinvite ensuite, vous le réinvitez à manger. Finalement, c'est ça qui entretient la relation, par cette question d'échange qui nous tient dans un contrat social. Alors, Marcel Mauss, très rapidement, parce que on va bientôt s'arrêter, mais Marcel Mauss, il nous a parlé également d'une face noire du don, où il dit qu'il y a des dons aussi qui visent à humilier parfois le receveur parce que lui est dans l'incapacité de rendre. Alors, pourquoi est-ce que ça me paraissait important d'aborder cette question? Alors, l'idée n'est pas du tout d'en conclure que c'est mal de donner, etc. C'est pas de poser un jugement moral, mais de réfléchir au processus en jeu dans la relation où il y a quelqu'un qui donne à quelqu'un d'autre. Et du coup, dans le travail social ou dans l'accompagnement social ou bénévole, comment est-ce qu'on peut penser notre accompagnement? Comment est-ce qu'on peut penser notre accompagnement pour que l'autre puisse nous rendre l'appareil? Parce que parfois, ça peut amener des questions de revendication. Quand je travaillais dans l'humanitaire, par exemple, à Madagascar, on avait des ateliers avec des mamans dont les enfants étaient malnutris. Et du coup, on faisait des ateliers de création de jouets, par exemple. Et donc, à chaque fois, elles créaient un jouet qu'elles gardaient pour elles et pour leur enfant, et elles créaient un jouet pour le centre. Il y avait toujours 2 jouets qui étaient créés, ou 4, mais en tout cas, il y en avait toujours un pour l'enfant et un pour le centre. Et du coup, c'était accroché, utilisé dans le centre pour décorer, etc. De manière à ce qu'elle aussi puisse faire un contre-don. Ainsi, peut-être, je ne sais pas, c'est une proposition. Comment est-ce qu'on peut faire? Il me semble que dans la dernière intervention, avec l'exemple de la brocante, c'est un exemple de don contre don qui va être présenté, où tout le monde est à la même hauteur, tout le monde collabore ensemble, bénévoles et bénéficiaires sur un pied d'égalité. Donc, par exemple, je ne sais pas, donner des cours de français en échange de cours de bambara ou de pachtoun, des échanges de savoir où chacun aide l'autre alternativement, mais en tout cas de restituer à les personnes accueillies qui sont souvent dévalorisées aussi une posture de sachant, une posture d'aidant capable d'apporter et de contribuer. En conclusion, donc du coup,
accueillir des personnes dans leur chez eux, dans leur nouveau logement. Ce qui est important, donc, c'est peut-être là votre rôle de pouvoir offrir des repères pour pouvoir se familiariser avec l'environnement. S'apprivoiser, ça prend du temps. Ça prend du temps de s'apprivoiser et puis apprivoiser soi-même, le quartier, l'environnement, etc. Et amener à monter les marches une à une en respectant le rythme de l'autre. Marcel Mauss, il nous propose cette question du contrat social avec ce don contre don où il y a un échange. Et puis, éventuellement, ça c'est une question peut-être pour une autre intervention, comment est-ce qu'on accompagne aussi le départ et la séparation qui peut être assez douloureuse pour des personnes qui ont vécu des ruptures à répétition et quelles traces sont laissées pour les uns et les autres, puisque les personnes que vous accueillez sont certainement touchées par la relation que vous offrez et vous aussi en contrepartie. Donc, comment chacun laisse trace pour l'un et pour l'autre. Voilà, je vous remercie. C'était une petite réflexion, une petite articulation entre le social, sur le plan du social, où quand on pose ses valises, il faut un peu faire l'inventaire du passé et du tri, et puis comment finalement chacun, les bénévoles peuvent participer à ces petits riens qui font le lien social. Merci beaucoup. Juste la bibliographie que je vous ai mis là, Les naufragés, avec Les clochards de Paris, donc de Patrick Declercq, La précarité à l'auto-exclusion de Jean Furtos, et qui a beaucoup écrit aussi sur cette question-là, avec des articles accessibles sur Cairn Info, et puis des dossiers du Bulletin national santé mentale et précarité, Rhizome, qui sont téléchargeables gratuitement, et notamment 2 dossiers au bord du logement et le voisinage et ses troubles. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Alors, est-ce que certains bénévoles ont des questions? Je n'ai pas rien vu dans le fil. Est-ce que vous voulez des personnes qui veulent les poser directement? Je crois que ça résonne beaucoup avec les pratiques, en tout cas, des différents bénévoles. Peut-être moi, j'avais une question justement sur faire face justement aux logiques de survie. Est-ce que vous aviez peut-être des conseils sur ces postures que l'on peut avoir pour faire face à ces postures de méfiance notamment, parce que c'est quelque chose qui est très difficile peut-être à guérir, je ne sais pas. J'ai peut-être aussi une question sur la différence que vous faites entre un trauma et justement juste quelque chose qui n'est pas du trauma, mais de l'ordre de la relation sociale aussi. Est-ce que la méfiance, pour vous, on en guérit? Est-ce que ces personnes arrivent à en guérir, ou c'est quelque chose qui est très, très long et avec lequel on doit composer tout au long de la relation? Donc, c'est un peu deux réflexions différentes. Voilà. La méfiance, est-ce qu'on en guérit? Je pense vraiment, sinon j'aurais un métier terrible. Après, je ne sais pas si on en guérit ou si on peut le soigner. Enfin, voilà, c'est peut-être en prendre soin. Ce qui me paraît important, enfin, je ne sais pas, c'est peut-être d'être le plus prévenant possible, en fait. Le plus prévenant, voilà, de pouvoir avoir en tête que l'autre est méfiant et du coup, de comment je peux être le plus prévenant. Alors voilà, moi, c'est ça que je fais, enfin, d'expliquer pourquoi on est bénévole, à quoi on sert, qu'est-ce que ça implique, qu'on ne nous doit rien, enfin, ce genre de choses. Et puis éventuellement, ce qu'on peut proposer et laisser le choix aussi un petit peu à l'autre et peut-être voilà, vraiment la question d'informer, je crois, au début, quand les personnes arrivent, informer au maximum et être le plus prévenant possible. Je vais venir tel jour à telle heure. Si ça vous convient, on fera ça ensemble. Je vous propose, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, la question de l'alimentaire, c'est une question très archaïque, en fait.
Enfin, quand on a voyagé, c'est toujours très compliqué. Enfin, la nourriture à l'étranger, c'est toujours très compliqué. Donc, c'est une question très archaïque et des gens peuvent être touchés par des petites choses comme aller montrer où est enfin, je sais pas moi, le marché africain du coin, si jamais la personne est d'origine africaine, où est-ce qu'on peut trouver des produits exotiques. Là, je vous parle vraiment de ma clinique avec des mineurs étrangers non accompagnés. Donc oui, je pense que la méfiance, on en guérit avec le temps. Euh, euh, voilà. Et puis après, c'est la persévérance aussi, sans être intrusif. C'est pour ça prévenir avant de passer, prévenir, appeler, ce genre de choses. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Oui, oui, tout à fait. Et après, sur la question de la différence entre le trauma et la relation sociale. Ouais. Alors, le trauma psychique, ça se définit comme un événement soudain, inattendu, et qui fait effraction, qui vient vraiment déborder les capacités à penser. Donc, ça provoque de l'effroi et souvent de la sidération. Il y a quelque chose comme ça. Ce que disent les psys, c'est que c'est la confrontation avec le réel de la mort. On n'a pas du tout envie d'être confronté à la mort. Hein. C'est quelque chose auquel on essaye de ne pas penser en général. Et du coup, le trauma, c'est vraiment ça, le réel de la mort qui vient faire effraction dans la cellule psychique. Alors après, c'est pas un événement qui est traumatique. On dit toujours un événement potentiellement traumatisant. Parce qu'un événement peut être traumatisant pour quelqu'un. Quelqu'un va développer des troubles post-traumatiques après un événement, et puis quelqu'un d'autre qui aura vécu le même événement, non. Donc, c'est aussi cette question d'une rencontre entre comment je me sens aujourd'hui, comment je vais, quelle est ma structure psychique, etc., et d'un événement extérieur. Donc, on parle souvent d'événements potentiellement traumatisants. Et après, dans la relation sociale, ça, c'est beaucoup plus vaste et global et général. Mais ça implique forcément d'être un minimum assis. Pour être en relation, il faut être un minimum assis dans son estime de soi, dans son identité, pour pouvoir être en relation avec l'autre sans le phagocyter ou sans être envahi par lui. Ça veut dire que moi, mes limites, elles sont correctement posées, d'où le fait que parfois ça peut être inquiétant d'être avec l'autre et dans la relation avec l'autre, quand psychologiquement c'est compliqué. Je ne sais pas si ça Oui, répond. ça répond. Alors, j'avais une question d'un bénévole. Donc, c'était, y a-t-il une solution, entre guillemets, pour anticiper le fait qu'un logement risque d'exclure encore plus la personne? Peut-on considérer que le logement autonome n'est pas toujours la meilleure solution? Donc là, c'est justement le rapport déstabilisant du logement, qui peut créer parfois plus de problèmes finalement à la personne. Oui. Je pense que ça dépend beaucoup, en effet, des capacités de la personne et aussi de son choix. Enfin, parfois, la difficulté, c'est que après une période d'errance, de grande précarité, c'est difficile justement de choisir et de se rendre compte. Il y a cette question parfois d'une illusion qu'une fois que j'aurai un logement, tout ira mieux. Prévenir le repli, c'est quelque chose qu'on peut essayer de faire en soutenant, en accompagnant, en prévenant et en étant régulier surtout dans la question de la relation, en portant un petit peu, en proposant un portage. Après, parfois, il y a des pathologies qui sont assez lourdes aussi chez les personnes. Cause et ou conséquence de l'errance, ça, c'est pas ça la question. Mais comment vous aussi, vous pouvez peut-être vous articuler avec les services de soins. Je ne sais pas comment ça marche, comment dans votre association vous fonctionnez, mais parfois des bénévoles, des personnes de proximité comme ça peuvent être aussi
peuvent aider à faire des premiers pas vers une démarche de soins. Euh, Parfois, prévenir des équipes mobiles de soignants, parfois accompagner un rendez-vous, mais en même temps, il faut que ce soit la personne qui en soit, il faut que la personne soit demandeuse. Sinon, c'est compliqué. Il y a cette question de l'apprivoisement qu'on peut retrouver beaucoup chez De Clercq, qui a écrit Les naufragés, et dans les maraudes aussi, chez les personnes qui ont l'habitude de faire des maraudes, où voilà, c'est la question du petit lien, quoi, du petit lien social, un petit café, un petit échange, pas grand-chose. Mais en fait, ça a de la valeur. Et quand c'est répété, ça permet de tisser quelque chose. Voilà. Après, je crois aussi qu'on n'est pas tout puissant parfois et qu'il faut être deux pour tricoter quelque chose. C'est-à-dire, si la personne, elle ne veut pas vraiment, malgré nos essais, malgré notre persévérance, bah, c'est son choix aussi. Et ça peut être compliqué parfois à vivre parce que ça nous fait du mal de voir une personne en grande détresse. On peut tendre la main, mais il faut aussi qu'elle la saisisse, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je vais faire une dernière question, merci. Donc, d'un bénévole, comment préparer les personnes accueillies dans le but de leur permettre de créer un chez-soi? Donc, ce home qui est plus large, parce que c'est quand même notre objectif, nous, enfin, chez Solidarité Nouvelle pour Logement, c'est voilà, ce logement, mais c'est aussi un chez-soi avec tout ce que ça implique. Oui. Donc, quelle est la... D'offrir des repères vraiment, vraiment, c'est ce qui me vient en premier, d'accompagner les personnes éventuellement, si vous en avez la possibilité, si elles sont d'accord, pour faire le tour du quartier, déjà ne serait-ce que l'extérieur, ou acheter tel produit, de quoi ils ont besoin, quelles sont les choses importantes pour elles. Pour les personnes, ou prier, c'est souvent quelque chose qui revient aussi beaucoup si les personnes sont croyantes, ou pouvoir se nourrir, se vêtir, enfin, toutes ces questions-là, les donner des tuyaux sur les bonnes boulangeries, enfin, voilà, ça passe aussi par des petites choses comme ça. Et puis, prendre soin de chez soi, c'est aussi prendre soin de soi. Enfin, c'est très en lien. On va donc voilà, si vous déjà vous êtes dans quelque chose qui est de l'ordre du prendre soin, ça va autoriser peut-être l'autre à prendre soin de lui, mais c'est quelque chose qui se tisse petit à petit. J'aime bien le mot d'apprivoisement en fait, parce que ça se fait comme ça, et c'est un peu le Petit Prince avec le renard, quoi. Et puis il y a vraiment cette question aussi du don contre don qui me semble importante. J'insiste dessus parce que, par exemple, quand j'étais dans l'humanitaire, il y avait souvent des comportements de revendication. Quand on faisait des distributions, vous me devez. Et en fait, quand on met les gens dans une situation active où on va leur permettre, ils le font ou ils ne le font pas, mais en tout cas, on leur permet de le faire, de nous rendre, souvent ça abaisse cette question des revendications ou ces questions de la fuite de la relation. Est-ce que ça veut dire, ah ben, en fait, c'est pas juste l'autre qui me donne, moi aussi je peux donner et moi aussi je peux contribuer. Et du coup, déjà de dire que c'est un honneur qu'on nous fasse confiance, ou de pouvoir goûter les repas, des repas que l'autre nous prépare, ou d'accepter un café qu'on vient nous offrir, enfin, quelque chose comme ça, ou bien je pense à un jeune, là, où on a fait un atelier
où il a fait un atelier pour les autres jeunes. On lui a permis ça, de réparation de vélo. Il aime beaucoup le vélo et de transmission de savoir, quelque chose un petit peu dans ce style-là, où la personne aidée est mise dans une posture où elle peut être fière d'elle et où elle peut être valorisée. Ça, c'est quelque chose qui vraiment, à mon sens, qui permet aussi de prendre soin de soi. Et puis après, le soin au logement, quand on prend soin de soi, le soin au logement, il en découle en fait. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je vois les choses.